Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons passer notre toute deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons créer un projet un peu particulier qui va envoyer tout ce qui est Dockerfile. Comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons containeriser. Nous allons containeriser une application de type. Voilà. Une application que je vais containeriser en 2 heures. Mais que moi je vais vous faire en quelques minutes. Voilà. Je vais vous faire en quelques minutes. Bon, on peut commencer. La plupart des développeurs euh, savent lancer un conteneur Docker isolé. Mais en entreprise, une vraie application, c'est plusieurs services qui travaillent ensemble, d'accord? Une base de données, un backend, un serveur web. Voilà. Ce projet montre comment orchestrer tout ça avec Docker Compose. Donc, on va utiliser beaucoup plus Docker Compose que je vais expliquer beaucoup plus en détail. Voilà. Donc, en construisant peut-être une application de gestion de stock, voilà, pour peut-être une entreprise africaine, voilà, je suis africain. Euh, donc de zéro, peut-être dans un environnement complet, fonctionnel et prêt pour la production. Voilà, voilà ce qu'on va créer aujourd'hui. Donc j'ai proposé ça en plusieurs étapes, d'accord? En plusieurs étapes que vous voyez à l'écran. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà, la première étape consistera je vais dire, poser l'architecture. Voilà, donc, je tiens à rappeler toujours que ça, c'est pas votre rôle, c'est le rôle du développeur. Voilà, mais comme nous, on veut commencer par un projet basique, donc il faudra qu'on crée une application et tout. Mais c'est le rôle du développeur. Donc, le développeur sera chargé d'abord de développer l'application. S'il finit de développer l'application, il va vous donner toutes les dépendances qu'il a utilisées. La requirement TXT. Voilà, donc, j'ai essayé ici de créer un fichier à la task que j'ai nommé task flow stock. Voilà, pour la gestion des stocks. Et j'ai essayé de créer une petite application ici. Bon, là, j'ai un Dockerfile que on viendra sur ça après. J'ai essayé de créer une petite application de gestion de stock. Voilà, un tout petit truc qu'on va essayer de containeriser ensemble. Voilà, donc ça c'est le rôle du développeur. D'accord, c'est un rôle du développeur. Ensuite, le développeur vous fournit le requête peut tester. Voilà, il vous fournit tous les dépendances qu'il a utilisées dans le requête peut tester. Voilà, un peu, vous le fournit. Voilà, et pendant que ça, vous récupérez le projet depuis Git. On aura le temps de voir ça un peu plus tard. Voilà un peu, voilà. Donc, on peut vérifier nous-mêmes, hein, on peut vérifier si tout est bon. Je crois que je vais rentrer dans le dossier, je vais ouvrir le terminal, je vais taper, je vais lui dire de trouver mon application. Voilà, j'ai nommé TaskFlow, euh, TaskFlow Stock. J'espère que c'est bien ça. TaskFlow Stock. Donc, il fait le taille. F, il me sort les fichiers. D'accord? Donc, il classe de toute façon. Donc, voilà, on a tous les fichiers qu'on a créés qui sont ça pour que ça marche, notre environnement marche très, très, très bien. Voilà. On va passer à l'étape 2. On va passer à l'étape 2 du d'autres projet. Voilà un peu. Qui va consister à construire et containeriser le backend métier. On va d'abord commencer par le backend métier. Donc, on va créer l'application Flask, d'accord, avec ce modèle métier, produit, stock, facture. Voilà ce que j'avais déjà créé un peu plus tôt, bien évidemment. Et on va créer le Dockerfile qui va transformer ce code Python en image Docker. Voilà, prêt à tourner dans un conteneur. Donc, on va créer d'abord le Dockerfile. Donc, on va utiliser des entités métiers, d'accord? On va utiliser des entités métiers concrètes et locales, produits, stock, facture. Euh, parce qu'un projet qui ressemble, de toute façon, on va essayer de créer un projet qui ressemble peut-être à une vraie entreprise, une vraie PME, voilà. C'est un peu plus favorable que de créer un Hello World voilà, qui est versé sur Internet, voilà, sur YouTube. Donc, j'avais envie de créer un projet un peu plus concret, un peu plus réaliste, d'accord, pour que vous maîtrisiez un peu plus en détail comment ça marche réellement. Donc, voilà, comme je le disais, on a créé notre petite application, voilà, de rien du tout, notre petite application de rien du tout, voilà un peu, simplement, d'accord, que j'ai pris le temps de très bien commenter. Donc, vous allez voir ça en description, le lien en description, le lien qui dirige directement vers le projet GitHub que vous allez télécharger directement sur GitHub. Donc, on avance. Maintenant, on va écrire notre décode. Bon,
j'avais déjà essayé de l'écrire, d'accord? Dans une autre partie, j'avais déjà essayé de faire la vidéo plusieurs fois, donc j'ai repris à chaque fois. Donc voilà, je vais vous expliquer petit à petit. Donc réellement, on essaie de créer une application Dockerfile, d'accord? De recettes pour builder, voilà, pour créer l'image de backing API. Donc, comment on va faire? Pour ce format de Dockerfile, je vous l'avais déjà montré un peu plus tôt, d'accord? Pour optimiser le Dockerfile, donc on écrit en étapes, en plusieurs étapes, d'accord? J'avais déjà fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube pour voir mon ancienne vidéo, d'accord? Sur lequel j'ai parlé de ça. Donc, on a créé le Dockerfile étape par étape. Voilà, la première étape, c'est le builder, d'accord? Donc, j'ai fait du from. J'ai fait from Python. Voilà, je suis parti chercher une image de Python, l'image la plus, euh, la plus légère possible, d'accord, que j'ai nommé builder, d'accord, pour pouvoir l'appeler dans l'image 2, d'accord, pour pouvoir l'appeler dans l'image 2. Ensuite, j'ai fait run, j'ai installé les outils de compilation nécessaires pour le psychomo. Voilà, vous le voyez déjà, j'arrive pas à le prononcer de toute façon. Ensuite, je suis parti vers le working directory, euh, le dossier de travail, d'accord, à l'intérieur du conteneur. Donc ensuite, j'ai fait copie du requirement PTST sur le requirement PTST, voilà. J'ai copié uniquement le fichier, j'ai copié uniquement le fichier de dépendance en premier, voilà. Après, on aura copié tous les fichiers, mais pour optimiser notre taille, pour la première étape, on copie d'abord les fichiers de dépendance, d'accord? Parce que si le requirement PTST ne change pas, le Docker va le réutiliser à chaque fois, d'accord? Et ça va permettre à notre application de tourner un peu plus rapidement, d'accord? Ensuite, on fait un pip install, voilà, on installe, voilà, la dépendance Python, voilà, dans un dossier dédié. On lui dit de ne pas enregistrer dans le cache, non, de réinstaller à chaque fois, d'accord? Mais on la installe dans un dossier bien dédié. Ensuite, on passe à l'étape 2, qui est l'image finale. Donc, on va créer cette image-là. Là, on va pas faire d'initialisation, d'installation, voilà. Donc, pour permettre à notre Dockerfile d'être très léger, notre Dockerfile d'être très léger. Donc, ici, en haut, on a fait l'installation. Et en bas, on fait on lance notre projet sans faire d'installation. Donc, ça va utiliser l'installation qu'il a déjà fait dans le builder, dans l'étape 1, qu'il va utiliser dans la deuxième étape. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, c'est un moyen de rendre notre projet un peu plus facile, un peu plus léger, voilà, plus léger. Donc voilà, j'ai appelé le dossier, comment on appelle, euh, j'ai appelé l'image, voilà, notre image, Alpine, voilà, que vous pouvez trouver sur Docker Hub. Vous allez sur Docker Hub, vous pouvez trouver toutes les images euh, des projets à chaque fois. Donc là, on utilise un projet Python, donc là, c'est une image Python. Donc ensuite, on installe uniquement la librairie Runtime, que j'ai nommé Runtime, de PostgreSQL. Donc on l'a installé ici. Donc on lui dit toujours le cache. Après, je fais un run add user que j'ai nommé app user. Donc voilà, j'ai créé un utilisateur non root pour la sécurité. Voilà, j'ai un non root parce que si on utilise à chaque fois un utilisateur root, c'est très insécurisé. Bon, j'aurai le temps de vous expliquer tout ça plus tard. Là, le working directory qu'on a nommé app, voilà, un peu plus haut, voilà, qu'on l'a appelé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On copie les dépendances du builder qu'on a installé dans le builder. Alors, on copie dans notre dossier local, user euh, slash local. J'espère que vous comprenez. D'accord? Ensuite, on copie tout maintenant. C'est ici, on copie tout dans notre dossier local. D'accord? Ensuite, on lui donne des permissions. On donne des permissions sur le dossier à notre utilisateur non root. Voilà, on a qu'un utilisateur qui n'est pas admin, d'accord? Il faut lui donner des autorisations nécessaires pour lancer notre image. Ensuite, on bascule sur l'utilisateur. Voilà. On bascule sur avec le user. On va utiliser avec le user. Maintenant, on expose le port. Voilà. Ça, c'est pas une commande que ça prend en compte. C'est juste pour lui dire que voilà, on utilise le port 5000. D'accord? Ensuite, c'est la commande de lancement. Cette commande peut être modifiée à chaque fois. Euh, c'est une commande de lancement. Donc, on a utilisé Guinicon. J'ai utilisé Guinicon pour remplacer le serveur développement Flask en production.
D'accord? On considère qu'on est en production là. On utilise le CMD pour lancer. C'est bon, notre Dockerfile est prêt. Notre Dockerfile est prêt. Donc, on va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça. On va vérifier si ça marche. On va faire CD. On est déjà dans notre task qu'il faut. De toute façon, on peut faire CD. Donc, on fait Python. On fait Python 3. C. On fait import AST. C'est bon. Maintenant, on fait AST. Voilà, Paris. C'est bon. Bon, tout ça, c'est en ligne sur Google, hein. Vous allez sur Google, vous allez trouver cette commande-là. C'est pas des commandes que j'ai créées de toute façon. Donc, c'est juste pour vérifier si notre projet marche très bien. D'accord, pour être sûr que tout marche très bien. Voilà. Donc, on fait point, on lui dit de lire. On fait 8. C'est bon, on fait 8. On fait. Ensuite, j'espère que vous voyez très bien. J'espère que vous voyez très bien le projet. Je sais pas comment. Il faut que j'agrandisse un peu plus. Il faut que j'agrandisse. Bon, un peu plus tard, je vais agrandir. Je vais agrandir ça un peu plus tard ici. Non. Euh, bon, on continue. J'espère que vous voyez quand même bien. Si vous ne voyez pas, allez dans notre fichier, un peu plus en haut. Non, c'est pas ça. Non, non. Bon, quand même, je vais essayer de, voilà. J'espère que ça peut aller. J'espère que ça peut aller. Bref, on y va. Je vais dire de lire. Ensuite, je fais point. C'est bon, je fais point. Euh, voilà. OK. Je lui dis OK. Je lui dis de faire, de me dire syntaxe OK. Si ça marche, je me dis syntaxe OK. C'est bon. Je crois que c'est bon. Non, ça manque. Voilà. Je lance, voilà. Il me dit OK. L'application, ça marche bien. Ça marche bien. On va pouvoir maintenant continuer avec la prochaine étape. Voilà, l'étape 3 qui va consister à configurer PostgreSQL avec Persistent. On va faire la configuration de PostgreSQL. Voilà, on va essayer de retrouver les données de Python, de configurer en sorte que les données ne se perdent pas. Voilà, on va écrire les volumes, on va voir la notion de volume ici. On voit la notion de volume. Donc, on va créer les fichiers. On va créer trois fichiers qui concernent la base de données. Voilà, le script SQL qui initialise les tables, le fichier .env avec les secrets et le kit ignore, d'accord? Et ça secret. Donc, tout protège les secrets là, les secrets de .env. Donc, imaginez, imaginez un instant que vous louez un appartement meublé, d'accord? Chaque fois que vous quittez l'appartement, euh, le propriétaire remet tout à zéro. Voilà. Et il efface toutes les données. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec notre Docker sans un volume Docker. Donc, à chaque fois que notre fichier redémarre, ça perd toutes les données. Donc, c'est pas bien. Donc, notre objectif ici, c'est de créer un volume nommé. C'est ce qu'on appelle un volume nommé. D'accord? Que vous voyez bien ici. C'est ce qu'on appelle un volume nommé. Donc, on peut mettre tous nos dossiers dans un fichier. D'accord? Hors de notre image pour qu'à chaque fois, même si on retourne, ça puisse rechercher notre fichier directement et l'utiliser. Donc, on a stocké une partie de notre fichier. C'est ce que vous comprenez sur la nuance là. Donc, c'est comme avoir peut-être votre propre entrepôt, votre propre, un entrepôt, voilà, à côté de l'appartement où vous vivez. Donc, peu importe combien de fois vous déménagez ou que vous cherchez d'appartement pour ça faire, reste dans cet entrepôt-là à chaque fois. Donc, on va faire le health check, voilà, la vérification de santé. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous suivez et jusque-là, et on va commencer.
on va créer à chaque fois les fichiers dont on aura besoin. Les fichiers que j'ai déjà créés bien avant, hein, parce que c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour un projet qui pèse en base de données? D'accord? On va d'abord créer un projet PostgreSQL, d'accord, que j'ai nommé ici. Init.sql, on va créer notre base de données. On va créer notre base de données. On y va. Je vais juste copier le fichier. Je l'avais déjà créé ici. CTRL A, CTRL C. Ok. Voilà. Je- Donc voilà, j'ai que ma base de données. C'est le service que qui s'exécute automatiquement au premier démarrage du conteneur PostgreSQL. Donc ça va s'exécuter automatiquement. Donc ça va créer nos tables, d'accord, si elles n'existent pas encore. Donc là maintenant on lui demande de créer des tables produits pour l'application. Donc voilà, toute la requête de base de données. Après la table stock, la table de stock, après la table des factures. Ok, si vous connaissez un peu en données ou bien en dev, vous pouvez comprendre réellement ce qui se passe ici. Donc les données de démonstration, voilà, ça c'est les données exemples que j'ai mis, d'accord? Donc juste pour tester, hein, juste pour tester, parce que c'est une application de test de toute façon, juste pour tester notre application, voilà, il nous faut des données réelles. Donc c'est les données réelles que j'ai mis là. Ensuite, on va créer le fichier .env, voilà, on va créer notre fichier .env, qui va contenir, voilà, j'ai déjà créé bien avant le projet, donc vous doutez bien que j'ai créé le projet bien avant. Donc voilà, on a créé notre projet .env. Donc .env c'est quoi? C'est le variable d'environnement pour notre environnement local. D'accord? Ça peut changer. Donc on va le créer pour notre environnement local. Donc on fait PostgreSQL, on met notre user, ok? Notre mot de passe. Bon, c'est un mot de passe exemple que j'ai mis de toute façon. J'ai un exemple de toute façon. Donc DB, on met notre task code DB. Donc on fait le Flask, notre URL database, d'accord? Et ensuite voilà. Je crois que database, on va utiliser ce format de database. Ok, ça peut aller. Ensuite, le .env.simple, c'est un autre format. Voilà. Le .env.simple, c'est quoi? C'est un fichier .env toujours, mais c'est le fichier qui sera affiché, que notre, comment on appelle, notre système va lire. Parce que le système ne va pas lire ce fichier, parce que ça contient nos données personnelles. Le système ne va pas lire, on ne va pas le déposer sur Git. Non, d'accord? Ce fichier sera oublié. On va bientôt créer un Git ignore pour ignorer ce fichier, d'accord? Sur Git, d'accord? Mais lorsqu'on on va faire un Git pull, ce fichier sera dans notre dossier et notre image pourra utiliser ces différents. Un exemple, voilà, qui ressemble très pour très à notre fichier. Donc c'est juste le, les données réelles on n'a pas mis. Vous avez vu, on a mis égal, on n'a pas mis les données réelles. Égal, pas les données réelles, égal, pas les données réelles. Donc il va l'utiliser, d'accord, pour remplacer. C'est comme la valeur par défaut. On va utiliser la valeur par défaut, tout simplement. Donc ensuite, maintenant, on va créer notre git ignore, d'accord, notre git ignore pour ignorer ces différents fichiers. Lorsque on va faire un git pull, on va lancer le dossier de la pull. Donc voilà, il va ignorer le .env, il va ignorer ce fichier-là. D'accord? Donc, lorsqu'on va se connecter sur notre serveur, ce fichier ne sera pas visible. D'accord? Parce qu'on va pouler le dossier sur GitHub. Donc, ce fichier ne sera pas visible. Donc, ce fichier, pas seulement ce fichier, mais beaucoup d'autres fichiers que j'ai mis ici. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin pour lancer le fichier, mais qui représente des vulnérabilités pour notre application. Voilà. Maintenant, on va créer le app-get-ignore. Voilà. C'est un fichier qui est exclu du contexte de build but Docker. Donc, Docker ne copiera pas, ça ne copiera pas ces fichiers dans l'image. C'est des fichiers qu'on va utiliser de ne pas les copier dans l'image. Donc, toujours pour des raisons de sécurité. On y va. On y va. Voilà, on va copier.
on va le mettre dans app, app. J'avais pas créé Docker ok. Ok, alors on y va. On va créer Docker Docker c'est bon. Donc Docker va ignorer. Lorsqu'on va lancer notre image, on va lancer notre Docker ne va pas copier ce fichier, il va ignorer ce fichier-là. Tous les fichiers qui sont ici, on va les ignorer. C'est toujours pour la sécurité. Donc ici, c'est pour GitHub qui va ignorer. Maintenant, ici, ça c'est pour, c'est notre application là qui ira qui sera buildée. Donc lorsqu'on build, Docker va ignorer ça aussi. J'espère qu'on se comprend. Jusque là, j'espère que tout va bien, qu'on se comprend. Euh, voilà, on va faire un petit test, on va vérifier. On va vérifier. On va faire grep, d'accord? On va faire grep, on va faire top 1. Je vais reprendre. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais je vais reprendre. Euh, ok. Comme il veut jouer à ça, on va reprendre. Je ne sais pas vraiment ce qui lui arrive. Euh, on va reprendre. On fait grep, d'accord? On fait 1. C'est bon, je fais task flow, j'appelle mon application. Task flow, stock, stock, slash, voilà. Je fais dot git ignore, git ignore. C'est bon, et je lance. Voilà. C'est bon, notre système marche très bien, ça marche très bien. Maintenant, on va passer à l'étape 3. On va passer à l'étape suivante. Passer à l'étape 4. Passer à l'étape 4, c'est notre projet. Donc maintenant, on va configurer N10. On va configurer N10. On va vérifier. euh, on va placer N10 comme reverse proxy. D'accord? Comme reverse proxy. Je vais vous l'expliquer un peu plus. Voilà. On va écrire la configuration N10. Voilà, qui va recevoir toutes les requêtes HTTP sur le port 80. Le port 80. Et les rediriger intelligemment vers le backend Flask. D'accord? Bon, on va, comment dirais-je, imaginez que vous êtes dans un hôtel. D'accord? Imaginez un hôtel. Vous fonctionnez dans un hôtel. Les clients n'entrent pas directement dans la cuisine pour commander leur repas. Voilà. Ils passent par des récepteurs. Ils passent par des réceptions. Par la réception, voilà. Qui transmet la commande à la cuisine, au cuisinier ou bien en cuisine. Voilà. Et récupère le plat et le ramène euh, au client. Donc, il y a quelqu'un là qui gère l'intermédiaire entre le client et le cuisinier, vous comprenez. Donc, c'est ça, on appelle c'est ça, c'est le même rôle que joue NDC ici maintenant. Et il se place en tant qu'intermédiaire entre Flask et notre application, et nos clients, et les clients qui vont aborder le site. Donc, voilà un peu, donc les ports 5000 de Flask, le port 5000 de Flask est exposé directement. Si on ne met pas de NDC, c'est exposé directement sur Internet. Donc, n'importe qui peut entrer des attaques directement sur notre application. Voilà. Ce sera impossible de faire du HTTPS facilement. Donc, ce sera impossible de servir plusieurs applications sur le même serveur. D'accord? Mais avec Flask, euh, on va exposer un seul port qui sera le port 80. D'accord? Qui sera le port 80. Et avec un 10 plutôt, c'est le port 80. Et c'est le seul point d'entrée qui sera contrôlé. Donc, c'est comme si on a fermé toutes les portes et ouvert qu'une seule porte et c'est seulement cette porte qui sera surveillée. Donc, Flask va rester invisible depuis l'extérieur. D'accord? Et on peut brancher peut-être 10 backends différents
derrière le même NGIS. Donc, pensez toujours à faire ça en production. On va écrire notre dossier NGIS. Bon, j'ai écrit un petit fichier NGIS de configuration NGIS qu'on va copier pour gagner du temps, d'accord? Que je vais expliquer, ne vous en faites pas. Je vais expliquer d'abord, c'est bien documenté de toute façon, c'est très bien documenté. Vous pouvez voir ça dans mon lien sur mon GitHub. Allez faire un tour, n'hésitez pas à, à liker, à mettre un petit star pour m'encourager, d'accord? Ça me fera beaucoup plaisir. Et sans oublier aussi de liker, de partager notre publication. Je suis toujours à zéro abonné parce que je viens de commencer, mais quand même, je réserve de belles choses à cette page. Alors, faites partie des tout premiers à vous abonner et on va passer de bons moments ensemble. Notre, même si le rendu n'est pas encore réellement exceptionnel comme on le prévoit, mais quand même avec le temps, tout sera amélioré petit à petit. Jusqu'à on aura peut-être une vraie chaîne YouTube où nous allons partager à chaque fois de belles projets sur le cloud, sur le DevOps, sur la data engineering, ainsi de suite. Voilà. Et le business IT aussi, voilà. Donc, on y va. Donc, on a déjà créé NGIS, une configuration NGIS, voilà, qui dit, voilà, on écrit bloc par bloc, donc je vous donne le temps de lire, sans vous mentir, pour qu'on gagne le temps, on gagne du temps. Donc ici, on a écrit chaque bloc, voilà le bloc principal de NGIS, voilà, on a demandé à NGIS d'adapter le nombre de processus OCP disponibles. Ensuite, le maximum de connaissances simulées par processus, d'accord, c'est pour réduire certaines attaques. Donc ensuite, on a déjà écrit un paramètre global HTTP, d'accord, qui associe les extensions et type mine, d'accord. Ensuite, voilà. Le nom du service port interne, ici, serveur API, upstream. Ensuite, voilà, les routes, la location, voilà, le lien de notre application. Alors, ensuite, le header, et ainsi de suite. Bon, on va pas s'attarder sur ça, d'accord? On va pas s'attarder sur ça du tout. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Voilà un peu. Et quand même, si je dois vous donner de petites explications, voilà, notre upstream, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le upstream, voilà, ça définit un groupe de serveurs backend, d'accord? Et bon, ici, il n'y en a qu'un seul. Mais s'il y en avait plusieurs, on allait mettre tous les serveurs backend qui existent. Donc, on a seulement un seul serveur API. Donc, on pourrait en mettre peut-être trois ou bien quatre pour faire du load balancing. C'est possible. Load balancing, c'est que lorsque un serveur tombe, voilà, l'autre prend la relève. Donc, ici, nous, on ne veut pas mettre notre application au service de l'utilisation. Donc, c'est juste un exemple précis ce qu'on est en train de faire. Donc, on n'aura pas à se saigner avec tout ça. Donc, ici, à ce niveau, où ça? Euh, à ce niveau, euh, à ce niveau, location. À ce niveau location, voilà, je retrouve location. Donc, on prend cette requête et on envoie, on prend toute la requête, d'accord? On prend la requête et on l'envoie au groupe Flask app, d'accord? Donc, c'est la ligne centrale du request process. Donc, sans ça, le NGIS, le NGIS servirait peut-être des fichiers statiques comme un serveur web classique. Donc, on a fait ça pour rediriger notre requête vers un groupe upstream qu'on a appelé Flask app, tout simplement. Donc ensuite, on a créé le header et tout, tout, tout. Donc le timeout, ça m'a beaucoup intéressé. Le timeout, ça permet de donner un maximum de, de temps pour établir la connexion, peut-être un maximum de temps pour envoyer la requête et aussi pour recevoir la réponse. C'est tout. C'est pour réduire la charge de notre application, tout simplement. Donc on va tester, puisqu'on va tester ici, on va voir si, notre syntaxe, ça marche bien. Ça, c'est Docker. Donc on va faire ngis T, C, voilà. On lui donne, euh, on lui donne
le chemin. Je vais lui donner le chemin directement. Je vais voir un truc rapidement. Je suis pas obligé de passer par le navigateur. Je vais passer directement par ici pour aller plus vite. Donc, on va faire N10. D'accord? On fait -T, -C. Maintenant, on fait, euh, on lui donne le chemin. Non, non. Ouais. On fait ça, on fait P-W-T. Ensuite, on fait slash N10. Slash N10. .conf. Donc, on lui dit de donner le chemin. On lui donne le chemin, tout simplement. On lance ça dit quoi? C'est pas une API. Ok, 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 ok. Je vais d'abord installer NX. Je fais sudo. Je vois le truc. NX. NX. J'ai NX, tout ça, j'ai NX installé, donc je ne vais pas avoir ce problème normalement. J'ai NX installé. Euh, c'est très bien installé de toute façon. Ok, mais on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Je vais demander à mon ami ChatGPT, d'accord? Il va nous aider par rapport à ça. On va voir ce que ChatGPT dit par rapport à ce petit truc là. ChatGPT, ChatGPT, hum, par rapport à ça. Problème de permission. Ok. Dis que c'est un problème de permission. Même de remplacer. Alors, j'avais pas eu ce problème bien avant. J'avais pas eu ce problème avant, mais je crois que c'est nouveau. Je crois que c'est nouveau. On va pas utiliser le cœur. Je vais tester ça pour voir. Ici, à ce niveau. Euh, J'espère que vous me suivez. Là, on a un petit problème. Là, ça devait pas te poser ce problème. Je comprends pas. Je comprends rien. Je comprends rien. Toujours le même problème, je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Hum, Bon, on va laisser ça d'abord. Je vais prendre le temps de vérifier notre problème. On va continuer d'abord. On va continuer d'abord. On va continuer d'abord. Normalement, ça devrait marcher. Normalement. Normalement. Je viens. Je vais tester ça directement dans votre application. Euh, je vais copier ça. D'accord? Je fais copie. Je viens ici. Je fais paf. Paste plutôt. Je viens ici. Je lui donne le chemin. Je me donne task. Task flow.
stock slash lance. Même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va continuer d'abord. Voilà, je crois que je connais notre problème. Je crois que c'est parce que le N10 tourne, mais notre, ça ne trouve pas notre classe. Ça ne trouve pas notre classe et le service API n'est pas encore démarré. On va voir ça peut-être dans l'étape suivante. On va continuer d'abord. On va continuer d'abord et voir notre problème dans l'étape suivante. On va continuer d'abord. Je crois que notre problème sera résolu d'ici peu. Ok. On va passer à l'étape 5 qui va consister à assembler avec le Docker Compose et gérer les, les dépendances. D'accord? Et gérer les dépendances. Ok. On y va. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le fichier Docker Compose. D'accord? Qui va orchestrer les trois services ensemble. Que ce soit le réseau, d'accord, qui lie tous les services, d'accord. Et après l'ordre de démarrage, on va faire les volumes, on va faire les variables d'environnement, on va faire. En fait, c'est ici que tout sera créé. C'est le moment où tout ce qu'on a préparé, voilà, va devenir un système un peu plus vivant, d'accord, qu'on va utiliser plus tard. Donc jusqu'ici, on a trois pièces détachées. On a un backing Flask, on a un backing Flask, on a une configuration PostgreSQL. D'accord? On a une configuration N10, d'accord? La configuration N10. Ensuite, donc, chacun sait ce qu'elle doit faire, mais rien ne les réunit ensemble, d'accord? Ils savent tout ce qu'ils doivent faire. Donc, si on n'avait pas utilisé, si on ne devait pas utiliser Docker Compose, c'est qu'on devait les lancer Docker Run, chacun de vous comprenez? Ça serait peut-être très, très, très difficile. Donc, Docker Compose, un peu, c'est le chef d'orchestre, d'accord? C'est lui qui va relier tous les fichiers en un seul fichier YAM. D'accord, qu'on va utiliser. Donc, il va créer le réseau privé partagé. Il va builder l'image Flask si besoin. Il va démarrer le PostgreSQL en premier. D'accord? Et puis, attend que PostgreSQL soit vraiment prêt. D'accord? Et ensuite, on va démarrer Flask euh, après. Peut-être démarrer M10 en dernier. Une fois Flask sera up. Donc, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Dans ce fichier Docker compose YAML. Eh bien, j'ai bien envie de coder ça moi-même parce que c'est vrai que j'avais déjà codé, j'ai le fichier là, je peux copier-coller. Mais il faut que je vous explique en détail le fonctionnement. On y va. Ok, c'est-à-dire que le fichier Docker compose et on y va. On écrit d'abord la version, notre version 3.8, version 3.8, d'accord? C'est bon. Ensuite, on commence avec les services. Les services, d'accord? Je vais, je vais nommer ça service 1. Je vais nommer ça service 1. C'est bon? Et on va commencer. On écrit d'abord la base de données. D'accord? La base de données. Non, pas configurant. Base de données. Ensuite, image. On fait image postgre. On lui donne l'image alpi. Alpi. D'accord? Ensuite, le conteneur news. On donne un name à notre conteneur. Conteneur name. On lui donne un nom. Task flow. On l'appelle task flow/dp.
C'est bon? Ensuite, on restart, on redémarre, on redémarre, on laisse, stop, d'accord? Donc, on redémarre, on fait un redémarrage auto. Alors, sauf si on l'arrête volontairement. Donc, à chaque fois, il fait un redémarrage auto. Ensuite, on continue. On écrit maintenant l'environnement. Environnement, environnement, environnement. Je fais post trace user. C'est bon. Je fais, voilà, je fais slash, voilà. Je lui donne le user, post create, postgres, user. C'est bon. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, je fais quoi? Euh, copie. Le code là, c'est le user. Dans un code de l'environnement. Ensuite, on va parler de password. Password. D'accord? Là, on nomme ça postgres, password. D'accord? Ensuite, on passe à la base de données. DB. On le nomme postgres DB. C'est bon? Euh, c'est bon. Maintenant, on écrit les volumes. Volume, deux points. Ok, on va écrire le renommer. On va créer un dossier. D'accord? On va nommer data. On fait pg data. Dans lequel on va enregistrer un peu comme une corbeille. Pas vraiment une corbeille. Non, une corbeille, c'est pas une corbeille. C'est un dossier, peut-être un dossier qu'on va créer détaché de notre projet. Postgre, SQL, la data. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire le script d'initialisation. D'accord? On fait dot slash, on fait postgres slash init dot sql docker entry point. On aura le temps de voir ce que c'est l'entry point. D'accord? C'est un peu comme le CMD qu'on avait écrit un peu dans notre Dockerfile, mais un peu différent du CMD. J'aurai le temps de vous expliquer un peu plus en détail. Init SQL. C'est bon? Ok, maintenant on va écrire notre réseau network. Ok, on va écrire notre réseau network. Je vais voir un truc. On va écrire notre network. D'accord? On est toujours là dans le premier service, on est toujours là dans la base de données. On n'est pas encore dans le. On est toujours dans la base de données. Donc, on fait network. C'est bon? Networks. Et on le nomme app network.
C'est bon. Maintenant, on va faire de la vérification de santé. Donc, on fait check. Ensuite, on fait le type check. D'accord? D'accord? Et puis, on fait test. Oui. On fait la accolade. On met le CMD shell. CMD, 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 shell. Ensuite, PDPG, slash, query, U. On va chercher notre user. Voilà. Post que user. Après, on fait tiret T. Et on va chercher notre TP. Post que TP. Je crois que c'est bon. Maintenant, on va passer aux intervalles. On passe aux intervalles. On écrit intervalle. Donc, on va chercher, notre configuration. Non, là, c'était pas des intervalles. Ok. On va écrire des intervalles. Intervalle. 5 secondes. Time out. Time out. 5 secondes. Five secondes. Oui, 13 pour essayer. 5 fois maximum. D'accord? Start. Période. D'accord? 10 secondes. 10 secondes. Ok. C'est bon, on a fini avec le premier service, la base de données. D'accord? J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher ça va bien qu'on a écrit là. Mais je crois que ça marchera quand même. Je pense que ça marchera. Faire le service tout. D'accord? Tout. Donc, le service, là maintenant, c'est pas la base de données, c'est de notre serveur web. D'accord? On fait API, on build, on le build. D'accord? J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. J'espère que vous voyez très bien ce qui se passe. C'est bon? Je fais un contest. App, Dockerfile. Start,
Ah, ça va être très long, ça va être très long. Euh, ok, on va continuer. On va continuer. On va continuer toujours, c'est bon? Restart, on fait un restart. C'est bien. J'ai fait une erreur espace, c'est bon. Stop it. Ok. Maintenant, on va chercher l'environnement. L'environnement, tout qui a été ici, l'environnement ne change pas. Bon, ça change, mais pas tout. D'accord? On va récupérer l'environnement. On va venir le mettre ici. On a un petit problème de network, un petit. Voilà. Donc, petit problème je crois, de table. C'est bon. Ça doit être bon. Euh, mais on va changer d'une chose, d'accord? Database URL. Là, c'est database URL. Database slash URL. D'accord? On va écrire ici aussi. Ensuite, le flask N. C'est bon? Ok. On va toujours appeler notre network. D'accord? Et là,